Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 20 août 2023. L'actualité, vous le savez, est dominée par la situation politique de notre pays, née de l'avènement des nouvelles autorités, les autorités du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et qui ont renversé donc le régime de l'ancien président Mohamed Bazoum. Hier, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, s'est adressé à la nation relativement aux questions brûlante de l'actualité. Nous allons revenir dans quelques instants sur ce message à la nation, juste le temps de vous faire suivre le résumé de la gigantesque manifestation de soutien justement aux autorités du CNSP organisée ce matin ici à Niamey au niveau de la place de la Concertation à l'appel de plusieurs organisations de la société civile, une manifestation de soutien donc au CNSP dans sa nouvelle dynamique de redonner à notre pays sa véritable indépendance et sa souveraineté. Je propose donc de suivre le résumé de cette manifestation avec nos reporters Sadou Doumi, Nasser Seydou et Adam Ousmana. À l'appel de la société civile nigérienne, les concitoyens, hommes et femmes, jeunes et vieux, se mobilisent ainsi pour montrer à la face du monde que le peuple reste soudé au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec à sa tête le général Tchani Abdraman, chef de l'État. Une mobilisation qui se passe de tout commentaire et dont les pancartes brandies par les manifestants dénote à suffisance les attentes du peuple. Fort du succès de ce rassemblement patriotique, les organisateurs de ce meeting n'ont pas manqué d'attirer l'attention des uns et des autres sur la situation actuelle du pays. Montrer l'unité des Nigériens et des Nigériennes face au complot qui se prépare contre notre pays, à savoir sa destruction comme la Libye. Aujourd'hui, notre pays est dans une situation critique parce que depuis les événements du 26 juillet, les reliquats des chefs d'État de la CEDEAO qui ont décidé d'imposer des sanctions inhumaines contre le Niger, en dehors des sanctions, ont décidé d'agresser le Niger. Mais ce n'est pas la CEDEAO, c'est la France qui est derrière. Et cette France-là, elle est prête effectivement à tuer tout ce beau monde-là juste pour ses intérêts. Et je pense bien que l'air est grave. Vous avez écouté le discours du président du CNSP. C'est clair, la guerre est déclarée contre tous ceux qui sont contre le peuple nigérien, le Niger et les forces de défense du Niger. Et nous devrons nous mobiliser comme un seul homme contre cette agression parce que la France est déjà prête. Les jours à venir, ils vont même vouloir couper l'Internet, les réseaux sociaux. Je pense bien que nous devrons être résilients et se mobiliser. Développons des stratégies de mobilisation sans Internet. Développons des stratégies de mobilisation sans réseaux sociaux parce qu'ils sont capables de faire ça. Ils ont déjà programmé ça. Donc, pour pouvoir atteindre le palais présidentiel, je pense bien qu'il faut d'abord marcher sur les Nigériens qui sont debout. Et aujourd'hui, l'objectif est atteint. Une situation dont les concitoyens sont conscients, d'où cette forte mobilisation et leur détermination à ne jamais faiblir. Nous venons d'assister à une manifestation grandeur nature, donc un véritable symbole pour montrer à l'international toute l'adhésion de la communauté et du peuple nigérien donc à l'avènement des militaires en temps opportun, car le Niger a bien souffert pendant une douzaine d'années et cette libération et cette possibilité de s'affirmer est un cadeau pour le peuple nigérien et personne n'est resté en marge. C'est pour cela que nous y avons participé et nous avons effectivement exprimé notre désir de voir ces militaires-là garder le cap et assumer donc le geste salvateur qu'ils ont apposé au nom de tout le peuple nigérien. C'est un mouvement d'ensemble aujourd'hui, vous avez vu, vous avez constaté de visite, en tout cas la population qui était présente. Niamey et le Niger de façon générale a dit oui pour ce combat de libération.
Ainsi, les Nigériens des villes comme des campagnes sont plus que jamais déterminés à se battre pour la souveraineté nationale afin d'honorer les mémoires de leurs ancêtres guerriers qui ont marqué l'histoire de l'espace nigérien des rives du Niger aux confins du Ténéré. Juste ajouter, Adamou, que cette manifestation s'est déroulée également dans plusieurs centres-villes de l'intérieur du pays, à l'appel toujours de ces organisations de la société civile. Avant toujours de vous faire suivre le résumé du message à la nation du général Tchani Abdraman, retenez que nous recevons comme invité du dimanche l'ancien ministre Mahaman Lawal Gaya. Il est expert international en énergie et pétrole, chevalier de l'Ordre national du mérite du Niger, grand croix aussi de l'Ordre du mérite du Niger. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter d'être sur le plateau de la télévision La Bari pour donc commenter cette actualité. Elle est donc, comme je le disais, marquée par ce message à la nation du chef de l'État, le général Tchani Abdraman, hier, un message dans lequel il a parlé de plusieurs sujets sur lesquels quelques Nigériens étaient encore sceptiques. Comment justement ils ont accueilli ce message? Voyons quelques éléments de réponse dans ce reportage de Adamou Soumana. Trop parler, c'est maladie, comme dirait l'autre. Ainsi, un vrai et bon soldat, issu de la grande muette, le chef de l'État nigérien, le général Tchani Abdraman, n'est pas du genre président perroquet. En effet, il sait quand et comment communiquer avec son peuple et au-delà à l'opinion internationale. La CEDEAO s'apprête à agresser le Niger en mettant sur pied une armée d'occupation en complicité avec une puissance qui est étrangère à notre espace communautaire et à notre continent. En tant que soldats, nous connaissons le prix d'une guerre. En tant que Nigériens et Ouest-Africains, nous trouverions tragique d'aller en guerre contre nos frères d'armes aux côtés desquels nous étions engagés hier pour sécuriser notre région. Nos populations, qui sont les mêmes de part et d'autre de nos frontières, trouvent aberrant d'être opposées les unes aux autres. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. Ce message à la nation, prononcé dans la nuit du 19 au 20 août 2023, a mis du baume au cœur des Nigériens. J'ai été très heureux de l'entendre et je souhaite vivement que tous les Nigériens, comme un seul homme, se mettent davantage avec lui pour refonder la République du Niger. Nous avons constaté qu'à travers ce discours du chef de l'État, il est en train de prendre en compte toutes les préoccupations des Nigériens. Et si cela est, je crois que nous pouvons dire que le Niger va au-delà d'être libre, on va vers la liberté. La liberté politique, la liberté stratégique et la liberté économique. Donc nous pensons que le Niger vient de connaître sa deuxième libération et c'est la plus importante, la libération économique. Le message du président Tchani hier était effectivement le message que le peuple nigérien attendait depuis les événements du 26. Parce que hier, quand même, le président a mis sa robe de chef d'État, d'abord en rassurant le peuple nigérien de la volonté du CNSP de ne céder à aucun chantage, mais aussi de créer toutes les conditions pour poursuivre tous les délinquants économiques et financiers, en tout cas, que le Niger a connus. Et moi, je pense que c'est de ça que les Nigériens ont besoin. Et c'était le message, en fait, que les Nigériens attendaient, de voir, en tout cas, le CNSP engager des poursuites contre les anciens dignitaires, tous ceux qui ont, n'est-ce pas, une quelconque responsabilité, tous ceux qui ont quelque chose à voir par rapport à la gestion, doivent répondre devant leur acte, devant la juridiction compétente. Il a promis une démocratie inclusive et nous le croyons car le geste fort
de montrer que le régime déchu a étranglé, asphyxié le Niger et qu'ils vont répondre devant les juridictions compétentes, nous rassure qu'effectivement il a tourné le dos à ces criminels économiques, criminels de la démocratie et des criminels donc des individus. Donc 1000 familles ont été endeuillées, 1000 familles ont souffert des emprisonnements, 1000 familles ont souffert des exclusions. Il a amené de l'eau à notre soif. On attendait depuis ce discours pour assurer les quelques Nigériens qui n'ont pas pu jusque-là comprendre le sens de ce combat. Force est de constater que ce message a davantage galvanisé les Nigériens qui sont plus que jamais déterminés à défendre la patrie au péril de leur vie et à apporter leur soutien sans faille au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Alors, monsieur le ministre, on vous a vu dans cet élément qui vient de passer, vous étiez aussi donc à la manifestation. Exactement. Et je vous redonne encore l'occasion de revenir vraiment sur ce message du général Tchani qu'il a livré donc hier soir. Et apparemment, c'est un message qui est passé au sein de l'opinion. En effet, il est passé au sein de l'opinion. C'est quelque chose qui est attendu. Parce qu'aujourd'hui, étant le premier responsable donc, de notre pays, il a le devoir de venir s'adresser à la nation parce qu'il y a des attentes. Et depuis quelques jours, les Nigériens attendent de savoir vers où ils vont. Il y a eu des manifestations. Depuis 3 semaines, les Nigériens ont battu le pavé. Ils ont fait des revendications. Ils ont clamé haut et fort leurs préoccupations. Et je crois, à travers donc, ce message à la nation qu'il a délivré hier, s'il y a une lecture à faire entre les lignes, donc je crois qu'il a pris en compte ces préoccupations des Nigériens. Et ces préoccupations, elles sont bien entendu de 2 ordres. De 2 ordres en ce sens que lui-même, dans son premier message à la nation, il a eu à les délivrer. Un, c'est la sécurité, parce que sans sécurité, rien ne peut se faire. Et aujourd'hui, donc nous savons bien, nous sommes en train donc de nous rendre compte l'origine donc de cette insécurité, ou du moins quels sont ceux qui sont les acteurs qui sont en train de la perpétuer. Et nous avons espéré qu'aujourd'hui, étant donné que ces acteurs-là ont été mis hors d'état de nuire, nous pensons qu'au niveau de la sécurité, on pourrait peut-être la vaincre, on pourrait vaincre l'insécurité et peut-être ramener notre pays dans une sécurité parfaite. Le deuxième aspect, c'est sur la gouvernance. Et la gouvernance, effectivement, aujourd'hui, les Nigériens remercient le CNSP pour avoir mis hors d'état de nuire une vermine. Une vermine vraiment, c'est-à-dire qu'un État qui est là, un pouvoir qui est là, qui est arrivé depuis 12 ans, donc au-delà donc des libertés fondamentales qu'on a extorquées aux Nigériens, mais aussi dans la gouvernance économique, dans la gouvernance sociale, justement ça a été un chaos total. Et aussi, il y a quelque chose pour lequel moi je me réjouis, c'est-à-dire qu'on a mis fin à la monarchisation de notre pays. Parce que la tendance, il y a des velléités à pouvoir monarchiser le pays, à rendre notre pays une sorte de dynastie. Et je crois qu'on a mis fin à cela et le Niger appartient aux Nigériens aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'il a dit et cela va se décider justement au cours d'un dialogue qu'il a convoqué, un dialogue national, pour déjà tracer, on va dire, les grandes lignes de cette transition. Mais juste un mot sur, on va dire, le timing de ce message à la nation. Il l'a livré alors qu'une délégation de la CEDEAO, puisque pour l'instant encore on est à ce stade de non-reconnaissance de la communauté internationale ou disons de la CEDEAO des événements du 26 juillet, il a livré pendant qu'une délégation de la CEDEAO, qu'est-ce que ça peut renvoyer comme message aussi à cette communauté internationale, à cette CEDEAO? Moi je crois que les nouveaux dirigeants, la préoccupation des nouveaux dirigeants, c'est le peuple nigérien, ce n'est pas la communauté internationale. La communauté internationale, depuis le lendemain donc de ce coup, nous avons vu, elle a levé le bouclier pour un seul individu. Au-delà des sanctions, l'ancien chef de l'État, l'ancien chef d'État, au-delà des sanctions économiques qu'ils ont décidé d'infliger, économiques et financières, qu'ils ont décidé d'infliger au Niger, pire, ils sont allés jusqu'à des sanctions comment je dois l'appeler? À la menace d'intervention militaire. Et cette intervention militaire, à quoi elle peut ressembler? Parce que le Niger est un pays enclavé,
Et partout, de l'autre côté, nous avons donc des pays qui ne vont pas laisser donc, une armée étrangère rentrer dans notre pays. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est peut-être comme Hiroshima et Nagasaki. Donc ils vont venir larguer leurs bombes et puis détruire le pays comme ce que les Américains ont fait donc, au Japon. Et là, le principal auteur donc de ces acteurs donc de cet état de fait, c'est certes la France qui s'est déguisée en CEDEAO. Parce que la CEDEAO était... C'est vrai que beaucoup de critiques reviennent pour dire que c'est en fait la France qui est derrière toutes ces manœuvres. La France, c'est la CEDEAO déguisée. Ils ont déguisé parce que des gens qui sont là, et la CEDEAO, là aussi, il faut faire la part des choses, ce sont un certain nombre de chefs d'État qui sont connus de tous, et je n'ai pas donc, donc il y a le vieux Tinubu, il y a le vieux Alassane Ouattara, que je peux qualifier de Sohimbanza. Ensuite, maintenant, vous avez Talon, vous avez, comment ça s'appelle, le chef de l'État sénégalais aussi, tout ça là. Alors, donc, oui, que le président, disons, que le président du CNSP livre ce message pendant que la délégation conduite par Abdou Salami était là. Qu'est-ce que ça peut vouloir? Puisque quand même, il a mis en garde par rapport à cette intervention. C'est un message fort qu'on leur a transmis. C'est-à-dire que le chien aboie, la caravane passe. Ils n'ont qu'à venir, ils vont continuer à venir, mais déjà il y a un agenda du CNSP qui est là, il y a un agenda qui est là, et rien ne va empêcher donc, au CNSP donc, de pouvoir dérouler donc, cet agenda-là. Et je crois que tout ce qui sont en train donc, de la préoccupation de la France, elle est autre. Elle va au-delà de la libération de X ou d'Y. Les préoccupations de la France sont autres. Nous allons les voir tout à l'heure. Oui, on va les voir puisque, comme je le disais, vous êtes un expert international en énergie et pétrole, et on va parler justement de ce domaine, de ce secteur-là, puisqu'on imagine que les nouvelles autorités, les autorités du CNSP auront quand même ont un chantier sur ce domaine important pour notre pays. On va en parler, mais juste avant, je vous propose justement de suivre en rapport avec ce secteur minier, cette rencontre que le nouveau ministre en charge du pétrole, des mines et de l'énergie, M. Mohamed Moustapha Barké, a eu hier justement avec les cadres de ces deux ministères qui sont désormais donc fusionnés, le ministère du pétrole et celui des mines et de l'énergie. C'était donc hier au niveau du ministère en charge du pétrole. Je propose de suivre le résumé de cette rencontre avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana avant de venir en débattre davantage avec notre invité. C'est avec une oreille attentive que les responsables des différentes structures de mines, du pétrole et de l'énergie ont suivi les exposés faits par leur ministre de tutelle relativement aux nouvelles directives pour la bonne marche de cet important département ministériel. Une rencontre en 3 phases émaillée d'échanges fructueux dont le ministre nous fait la synthèse. J'ai informé l'ensemble des responsables des structures qui sont sous notre tutelle que nous allons bientôt diligenter des audits pour faire le point de la situation à tous les niveaux. Et à partir du point de cette situation, nous allons identifier les causes et maintenant envisager les solutions. Ça a toujours été, notre démarche. Donc, je les ai informés de cette démarche qui va être très bientôt engagée dans le secteur du pétrole, dans le secteur des mines particulièrement. Donc, ça a été parfaitement intégré. Nous avons aussi expliqué que la situation actuelle dans laquelle se trouve notre pays est une situation d'urgence absolue. Les solutions qu'on doit envisager doivent être en rapport avec la situation actuelle. C'est pour ça que dans chaque secteur, j'ai demandé qu'on identifie les mesures d'urgence qui vont permettre de tenir le cap pour que les populations ressentent le moins possible l'impact négatif des sanctions qui nous sont si injustement imposées. À marge de ces échanges, l'un des responsables de la Nigérienne d'électricité, la Nigélec, a bien voulu éclairer l'opinion publique sur la situation de fourniture en énergie électrique dans l'ensemble du pays. Dans la région de
fleuve, nous avons 2 centrales qui produisent de l'électricité à l'absence de la ligne d'interconnexion avec le Nigeria. Donc à Gorubanda, nous avons une capacité de production normalement de 100 MW. Nous avons un groupe qui est en maintenance lourde qui n'est pas disponible. Les 3 autres groupes nous produisent 54 MW. Et la centrale d'Istismar qui a une capacité de 89 MW ISO, donc à peu près 70 MW en temps normal. Elle produit actuellement 44 MW. Nous avons également un projet que nous sommes en train de mener à Gorubanda, la centrale solaire de 30 MW. Donc les travaux se poursuivent et on espère que d'ici 2-3 semaines, on va injecter au moins 80% de cette capacité sur les réseaux, ce qui va encore améliorer la couverture en zone fleuve. C'est-à-dire on a un taux de couverture de 80% et un taux de couverture d'à peu près 66% pour la région de Maradi, globalement parlant. À Tawa, nous avons là-bas quand même un niveau de décès bien plus faible que les deux autres régions de Niger centre-est, parce qu'ils sont autour de 50%. Il faut dire que les régions de Agadez et Difa ne sont pas impactées par les coupures des lignes d'interconnexion parce qu'elles ne sont pas alimentées par ces lignes. Ainsi, les Nigériens des zones affectées par le délestage sont appelés à faire preuve de compréhension et de résilience, car l'avenir est prometteur non seulement en matière d'énergie, mais aussi dans les mines et le pétrole. Voilà, Monsieur le ministre, on vient de voir donc cette rencontre du nouveau ministre en charge de ces 3 secteurs, pétrole, mines et énergie. Il a annoncé beaucoup de chantiers, des mesures notamment d'urgence par rapport à ces différents secteurs qui sont donc importants, je le disais, pour notre pays. Et vous, c'est vraiment votre spécialité. C'est un des importants secteurs de notre pays et on imagine que cette transition qui s'amorce dans notre pays va être une occasion de repenser vraiment ce secteur sur lequel l'économie, normalement notre économie devait fonctionner. On a vu ces 12 années de gestion du régime du PNDS-Taraya. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites dans le cadre de l'investissement dans ces différents secteurs. Le pétrole a commencé par être exploité au cours de ce régime, mais il a suffi de ces sanctions de la CEDEAO pour qu'on se rende compte sur l'aspect, par exemple, énergie, que c'était vraiment des fausses, on va dire, déclarations finalement, puisque le Nigeria coupe et puis on assiste aujourd'hui à une situation assez difficile pour les citoyens. Tout à fait, tout à fait. En fait, cette rencontre que vient d'avoir le ministre en charge des mines, du pétrole et de l'énergie avec le personnel de son département ministériel. Je me félicite de cette rencontre-là et je ne suis pas surpris que ça vienne de mon petit frère Barké. Le nouveau ministre. Le nouveau ministre. Et ce n'est pas surprenant donc de ma part qu'il commence déjà à parler de l'audit. Oui, il a effectivement parlé d'audit qui va être diligent. C'est le plus important parce que après 12 ans d'exploitation pétrolière, aujourd'hui aucun Nigérien ne peut vous dire ce qui s'est passé. Ça a été dans la symétrie de l'information totale. Ça a été dans la plus parfaite opacité. Personne, je dis bien, ne peut vous dire, ni même les agents du ministère en charge du pétrole, ne peut vous dire exactement ce qui s'est passé. La preuve, c'est que sur ces 12 années, il n'y a que 2 ministres qui ont géré ce secteur. Tout à fait. Et tout à l'heure, je parlais de velléité dynastique de notre pays. Et effectivement, ça allait continuer donc dans ce sens-là. Alors, dans le secteur du pétrole, il est tout important de faire un audit. Et l'audit, on doit le faire sur toute la chaîne de valeur de l'industrie. Des recherches, des attributions de permis. Donc les contrats pétroliers qui ont été signés avec les sociétés, toutes celles qui ont eu à signer, avec lesquelles des contrats pétroliers ont été signés depuis 2011 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et mieux, moi je souhaiterais bien que cet audit-là aille avant donc 2011 jusqu'à 2008, parce que c'est en 2008 qu'il a été décidé justement de mettre en valeur les gisements d'Agadem. Donc il y a eu des négociations avec plusieurs sociétés pétrolières. Il y a une qui a eu ce contrat-là. Donc on doit commencer donc cet audit-là à ce niveau-là. Et dans le secteur du pétrole, c'est le secteur dans lequel il y a les plus grandes triches possibles. Les multinationales
quelle qu'elle soit, de quelque pays qu'elle soit. Il n'y a pas d'amis dans le secteur du pétrole. Il n'y a que les intérêts. Et je crois que ça ne nous dédouane pas du fait qu'on soit avec un pays qui se prétend ami et qu'on ne doit pas faire donc des audits. Nous n'allons pas décliner ici les secteurs dans lesquels, du moins les aspects dans lesquels cet audit doit porter. Mais moi, je dis que j'encourage cela parce que j'ai souvenance au Venezuela, l'arrivée de Hugo Chavez au pouvoir. Quand il était arrivé au pouvoir, le Venezuela produit 6 millions de barils de pétrole par jour. Et ils avaient plus de 50 ans d'exploitation de pétrole. Mais quand il était arrivé, il a souhaité qu'il y ait un audit. Et des sociétés américaines indépendantes, elles sont venues pour faire un audit donc, de ce secteur-là sur une cinquantaine d'années. Et là, on lui a livré, il y a des recommandations, et c'est sur la base de ces recommandations-là qu'il a eu à relancer le secteur pétrolier. Alors, juste encore sur ce secteur du pétrole, il était annoncé l'exportation du brut nigérien. En principe, dans quelques semaines, ça devait commencer. Et voilà que le Bénin, par qui justement ce pipeline doit sortir pour l'exportation vers la mer, et dans le jeu, on va dire, de la CEDEAO aujourd'hui. Un commentaire sur cet aspect de ce pipeline qui doit passer par le Bénin avec ces velléités de Patrice Talon d'agresser. Qu'à cela ne tienne. Dans tous les cas, le ministre a annoncé donc un audit. Et je crois que on ne doit pas ouvrir les robinets tant qu'il n'y aura pas cet audit-là. Et même sur le pipeline, en tant que tel, on doit avoir un audit. Parce que, personnellement, je ne peux pas comprendre un pays comme le Niger, qui est entouré de puissances pétrolières, relativement parlant. Le Nigeria, qui a une production journalière de 2 300 000 barils. Et la Libye, l'Algérie, qui produisent 1 700 000 barils par jour. Et quand vous prenez le Niger, le Tchad et le Mali, ils sont coincés géographiquement et géologiquement entre ces pays-là. Vous prenez le territoire du Niger, il est constitué à près de 90% de ce qu'on appelle les bassins sédimentaires. Et les bassins sédimentaires, ce sont des bassins réceptacles des hydrocarbures. Ça peut être les hydrocarbures liquides, solides ou gazeux. Donc, potentiellement, le Niger peut être aussi gros producteur que la Libye, l'Algérie, le Nigeria. Donc millionnaire en termes de production et d'exportation de pétrole. Alors je trouve ridicule qu'on vienne nous construire un pipeline de 90 000 barils par jour. Je ne sais pas, on va commencer l'exploitation bientôt. Dans 2 ans, 3 ans, ce pipeline-là sera saturé. On aurait dépensé près de 5 millions de dollars. Et 5 milliards de dollars inutilement, et peut-être qu'il fallait, on sera donc dans l'obligation de reprendre les travaux, ou bien d'en faire un autre. Oui, puisqu'on se souvient bien que vous avez bien, à un certain moment, justement critiqué cette option qui a été faite. Justement. J'ai eu en son temps, avant même que ça ne commence, j'avais pris l'exemple du Tchad. Le Tchad qui est un producteur qui est potentiellement comme nous. Donc dès 2003, la première fois qu'il doit commencer l'exportation de son pétrole, ils ont construit un pipeline d'une capacité de 350 000 barils par jour. Donc à la date d'aujourd'hui, de 2003 aujourd'hui, ça fait 20 ans, ils n'ont pas encore atteint les 350 000 barils par jour. Ils ont aussi entre 120 000 et 130 000 barils par jour. Mais ils ont déjà amorti les investissements. Donc ça continue comme cela. Et aujourd'hui, nous, qu'on commence avec un minable de 90 000 barils par jour, et dans ces 90 000 barils par jour, je ne suis pas certain, je dis bien, que nous allons nous retrouver avec grand chose. Parce que là-dedans, il y a ce qu'on appelle le cost oil. Le cost oil, c'est-à-dire qu'il faut prendre une part de ce pétrole brut-là, des 90 000 barils par jour, pour rembourser les investissements qui ont été faits. Supposons qu'on prenne 45 000 barils par jour pour rembourser. Donc, il doit rester 45 000 autres. Maintenant, les 45 000 barils qui restent, on doit partager ça entre l'État du Niger et la société chinoise. Supposons qu'on divise par 2. Et je crois qu'il y a un facteur R dans le code pétrolier du Niger qui détermine justement la répartition entre les deux parties. Maintenant, si on suit le code pétrolier du Niger, on risque de se retrouver chacun avec la moitié de 45 000 barils par jour, qui fait 22 500 barils par jour. Le Niger va se retrouver avec 22 500 barils par jour. Et il y a aussi un autre problème qui se pose, qui va se poser. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, on a parlé de prêt chinois, le prêt Exim Bank. Et ce prêt Exim Bank
c'est un prêt gagé sur le pétrole. Donc on doit rembourser ce prêt-là sur la base de pétrole brut que nous allons exporter. Et supposons que les Chinois viennent dire que nous allons prendre la moitié de vos 22 000 barils par jour. Donc on va se retrouver avec un minable 10 000 barils par jour. Quelqu'un qui a produit 90 000, qui exporte 90 000, il va se retrouver. Donc de toute façon, c'est le lutte qui va déterminer. Ça, moi, je ne fais que spéculer. Donc le lutte va déterminer quelle est la quantité. Oui, mais c'est important puisque il y a quelque temps, on n'avait pas toutes ces informations. Alors, les autres secteurs, les mines, l'énergie, vous disiez à l'instant que l'enjeu, en fait, autour de toute... l'enjeu de toute cette agitation, on va dire, autour du Niger, après ces événements du 26 juillet, par notamment la France, et quelque part lié aussi à ces différents secteurs. Absolument, absolument. Ça, c'est donc le secteur extractif. Donc, toutes les ressources extractives dont disposent nos pays, je ne dis pas le Niger seulement, mais nos pays du Sahel. Les pays du Sahel, et particulièrement dans la zone dite des 3 frontières. Et quand vous regardez donc, les zones donc, africaines, du continent africain, qui font l'objet donc, de guerres, donc, qui ont été préparées, qui ont été... donc des guerres qui sont fabriquées même par l'Occident. Donc ce sont des zones qui sont potentiellement riches en ressources extractives. C'est le cas donc, de la RD Congo, c'est le cas donc, de la Somalie, et c'est notre cas ici. Vous prenez la zone des 3 frontières, au-delà des hydrocarbures, dont je vais revenir, c'est-à-dire que c'est une zone qui est extrêmement riche en métaux stratégiques, qu'on appelle métaux critiques, entre autres le lithium, le cobalt, le coltan, et vous avez du diamant, vous avez de l'or dans cette région. Vous avez l'hydrogène naturel. L'hydrogène naturel, parce qu'au Mali, on a fait une découverte d'un gisement de 700 milliards de mètres cubes. Donc d'hydrogène naturel. La particularité de l'hydrogène naturel, ce n'est pas une énergie fossile. Une énergie fossile, c'est-à-dire qu'à l'échelle humaine, elle diminue et elle ne se renouvelle pas. Donc ce n'est pas une énergie renouvelable. Mais l'hydrogène naturel, qui est fossile, entre guillemets, lui, il est renouvelable. Bon, et il n'est pas exclu que notre pays aussi en dispose. Maintenant, par rapport au pétrole, nous, les techniciens du pétrole, nous appelons cette zone des 3 frontières le Koweït du Sahel. Le Koweït du Sahel, en ce sens que ce que nous soupçonnons, donc dans le bassin des Ulumenden et le bassin de Tamesna, c'est qu'il y a des réserves en pétrole équivalentes aux réserves en pétrole du Koweït. Le Koweït qui est 4e ou 5e producteur mondial. Donc dans cette zone de 3 frontières, on a un potentiel énorme. Sans parler donc des minéraux dont vous avez parlé, les minéraux critiques. Alors, les Occidentaux, particulièrement la France, quitter cette zone-là, là, il faut que les gens se réveillent de bon matin. On va les insulter, comme on dit chez nous, là, de père et de mère, ils ne voudront pas quitter de bon gré. Donc il n'y a que de force qui peuvent quitter. Et je crois qu'aujourd'hui, les conditions sont créées. Les Nigériens sont là, la dynamique est là, les Nigériens sont là, et je crois que les autorités sont là pour pouvoir donc prendre en charge justement notre potentiel en ressources extractives donc, de cette zone-là. Et je crois que notre pays, du moins les pays du Sahel, pourraient voir donc leur développement donc exploser. Et je dois aussi préciser par rapport donc à ces ressources extractives, l'agissement de la France, il y a l'uranium, les gisements d'uranium. Ça fait plus de 55 ans qu'on exploite notre uranium, et je crois qu'on n'a pas encore atteint la moitié de ces ressources. Aujourd'hui, l'électricité en France, elle est pour l'essentiel générée à partir des centrales nucléaires. Et ces centrales nucléaires-là sont alimentées à partir de l'uranium qui vient du Niger. Et aujourd'hui, les coupures, donc la décision prise par la CEDEAO, le Nigeria particulièrement, de nous couper de l'électricité, ça nous donne à réfléchir. Après plus de presque 60 ans, que nous sommes incapables, avec le combustible dont nous disposons, de ne pas disposer d'une centrale nucléaire. Parce qu'il y a des petites centrales nucléaires de 300 MW, de 500 MW. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la coopération que nous devrons établir avec les puissances nucléaires qui peuvent être nos amis, je crois qu'on peut bel et bien notre uranium, au lieu de le produire et de l'exporter, nous allons le produire et le consommer. Et peut-être, à partir de là, nous allons prendre notre indépendance énergétique et électrique à partir d'un certain nombre de pays.
En tout cas, c'est des belles réflexions que vous faites ce soir et nous espérons qu'elles vont être profitables et puis notamment aux nouvelles autorités, aux ministres notamment en charge de ces questions. Merci vraiment, Monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau pour nous parler de toutes ces analyses en lien avec ces secteurs, celui du pétrole, des mines et de l'énergie. Nous allons poursuivre le journal et le clôturer avec notamment les soutiens populaires aux nouvelles autorités, les autorités donc du CNSP. D'abord, cette déclaration de soutien des populations du village de Ndunga, c'est dans le département de Kolo, région de Tillabéri. Une déclaration donc de soutien. La population de cette localité a rendu public à cet effet cette déclaration ce matin et nous est résumée par Soumel Abdoulaye et Ismaël Moumouni. Hommes, femmes et enfants de Ndunga, localité située à une vingtaine de kilomètres de Niamey, sont sortis massivement afin d'apporter leur soutien indéfectible à la junta au pouvoir dirigé par le général de brigade Kiani Abdraman du terrain Gungu. Les manifestants ont convergé à la mairie pour le meeting organisé pour la circonstance. Apportons notre soutien ferme, indéfectible et sans relâche au CNSP pour son courage et pour les décisions prises afin de sauvegarder notre patrie. Nous adhérons totalement, sans réserve, au noble combat de libération et de restauration de la dignité de notre peuple que vous avez engagé. Notons aussi qu'aucun régime auparavant n'a autant sacrifié nos FDS, dont le nombre de morts reste encore un mystère. Mais les cimetières militaires témoignent le massacre des valeureux soldats, dignes fils du pays, dont le corps ont pu être retrouvés et enterrés. Nous condamnons fermement, sans réserve, les sanctions uniques, injustes, inhumaines, injustifiées et illégales de la CEDEAO, de l'UEMOA et de la France contre notre pays. Nous, population de Ndunga, rassurons les chefs gangs de la CEDEAO, ayant perdu toute africanité, agissant à la télécommande du petit arrogant Macron, que les Nigériens sont prêts à mourir pour défendre leur patrie. Témoignons notre gratitude au gouvernement et peuple, frères du Burkina, du Mali, de la Guinée et les autres pays amis, pour leur sens élevé de responsabilité, de fraternité et de panafricanisme, qui a guidé leur choix à porter leur soutien à notre pays en ce moment si difficile de son histoire. Très engagée pour la défense de la patrie, la population de Ndunga dresse ce message. À l'endroit de la France, nous rappelons au petit Macron que nous ne sommes plus à l'âge de Renaissance. L'époque où le Niger était un arrondissement de la France. Le Niger était un arrondissement français dirigé par un sous-préfet nommé imposé de force. Eh bien, nous sommes à l'ère du CNSP, où les Nigériens aspirent à participer à l'édification du monde multipolaire. Au sous-préfet déchu de la France, M. Bazoum, qui criait que personne n'aime le Niger que lui. Où est ton amour pour le Niger quand les chefs d'État, les chefs au service de la maudite France et à son arrogant président Macron voulaient marcher sur les cadavres des Nigériens pour les réinstaller sur un fauteuil que Dieu a déjà retiré? Suite aux prières sincères des populations meurtries par des douzaines d'années à la tête du Niger par votre maudite renaissance. À l'endroit du CNSP, nous saluons la décision courageuse et patriotique de dénonciation des accords militaires avec la France. Déclarer nuls tous les accords coloniaux qui inhibent le développement de notre pays. Créer des conditions d'une justice indépendante et impartiale. Mettre en œuvre pour que l'État du Niger reste dans ses droits. Opprimer tout acte tendant à diviser les Nigériens. Le départ immédiat de toutes les bases militaires étrangères de notre pays. Remontés contre la France, les manifestants ont couvert un chien du drapeau tricolore avant de lui jeter des pierres. À travers ce geste, c'est un message fort que la population de Ndunga lance à l'endroit de la France. Autre déclaration de soutien toujours aux nouvelles autorités du pays, c'est celle des ressortissants du canton de Kokorou-Kourmey, c'est dans le département de Terra, région de Tillabéri, les ressortissants donc de ce canton qui ont eux aussi rendu public une déclaration de soutien. C'était ce matin au niveau de la maison de la culture Diado Sekou de Niamey. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. Les ressortissants des communes rurales de Kokorou et Mehana se retrouvent ainsi pour donner de leur voix suite à l'avènement du CNSP à la tête du pays. Occasion pour ces hommes et femmes de rappeler à l'opinion publique les affres vécues par les populations de Kokorou-Kourmey
de Kokor-Kourmaï pendant près d'une décennie. Les populations de ces deux communes ont payé un lourd tribut aux groupes armés terroristes qui ont mené plusieurs attaques et exactions contre les paisibles populations, dont les plus marquantes sont le paiement d'impôts versés aux bandits pour un montant de 85 millions de francs CFA de 2015 à 2023 et l'enlèvement de 12 000 têtes de bétail. La CEDEAO, vive! Pas les ennemis de la République, pas les ennemis de la République, la CNSP, vive! La liste sera longue pour établir le détail des exactions subies par les populations du canton de Kokorou, dont tout récemment, dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 août 2023, 16 personnes relevant des villages de Wambila et de Mamessé de la commune rurale de Méhéna ont été assassinées par des bandits armés. Fort heureusement, grâce à la prompte réaction des nouvelles autorités régionales de Tillabéri, une poursuite a été engagée qui a permis de mettre la main sur les bandits et de ramener le bétail. Une autre attaque récente en date du 15 août 2023, dans la même commune de Méhéna au niveau du village de Côte-de-Goria, a fait 31 victimes civiles. Ainsi, quoi de plus normal pour cette population que d'être à l'avant-garde du combat pour la souveraineté nationale. C'est pourquoi la population du canton de Kokorou adhère totalement aux objectifs visés par le CNSP, notamment la lutte contre l'insécurité, la corruption et l'impunité, qui étaient érigées en règle de gouvernance par le défunt régime. Au nom de l'intérêt national, nous exigeons le départ immédiat de territoire de toutes les forces étrangères, notamment celle de la France, conformément au calendrier établi par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Aussi, nous, populations du canton de Kokorou, dénonçons-nous avec force les forces impérialistes et leurs collaborateurs locaux, régionaux et sous-régionaux, notamment la France, la CEDEAO, l'UMOA, ainsi que les apatrides pour toute intervention militaire sur le sol nigérien. Les populations de Kokor-Kourmaï saluent vivement les vaillants peuples de certains pays voisins, voire de la sous-région, ayant décidé de se battre aux côtés des Nigériens en cas d'intervention militaire impérialiste contre le pays. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes.